Nous avons le plaisir de recevoir Myriam Abarza et Valentina Napolitao. Valentina, essayez de rappeler de moi mon nom. Ça vous montre l'écart des âges. À l'occasion de l'apparition de l'ouvrage Syrie, Society in Revolution and War, Myriam Abarza, géographe et urbaniste, elle est chercheure associée à l'Institut français du Proche-Orient et au laboratoire géographique cité et aussi au Caraïbes Paris. Et elle est peintre aussi. Diplômée de l'École normale supérieure Fontenay-Saint-Cloud, elle a obtenu son doctorat en 2004 à l'Université de Tours, Raqqa, territoire et pratiques sociales d'une ville syrienne. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et membre du conseil scientifique de Monde Arabe, CNRS, Collège de France depuis 2022. Valentina Napolitano, sociologue, elle est chargée de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et rattachée au LPED, à l'université d'Aix-en-Provence. Je suis incapable de dire c'est quoi LPED. C'est pas très important en vérité, mais c'est le laboratoire population, environnement et développement. Très bien. Il y a une possibilité d'ajouter d'autres lettres avec, comme les autres. L'action collective et l'humanitarisme dans des contextes de violence et de migration forcée, Syrie, Jordanie et Liban. Elle est également auteure de nombreux ouvrages. Je ne veux pas prendre du temps pour faire description de l'intervention parce que ça va apparaître facilement dans les interventions des unes et de l'autre. Je vais passer directement aux interventions. Alors, s'il vous plaît, Valentina et Myriam, comment est née l'idée de cet ouvrage? Merci à vous tous d'être là. Bonsoir. Alors, l'idée de cet ouvrage naît en 2019. Myriam, moi, on était chercheuses à l'Institut français du Proche-Orient, à Amman. Et nous avions toutes les deux auparavant travaillé sur la Syrie pendant nos recherches de thèse. Moi, j'ai travaillé sur le camp de Yarmouk, sur les engagements politiques. Myriam, elle avait travaillé sur la gouvernance de la ville de Raqqa. Nous nous sommes retrouvés dans un contexte international en 2019 marqué par la normalisation du régime Assad, par la reprise d'une bonne partie des territoires qui avaient échappé au régime depuis le début de la révolution. Suite à l'intervention russe et au soutien de l'Iran depuis 2015. Nous étions donc dans un contexte de normalisation, de retour en force du régime, un contexte de normalisation des relations internationales. La question du retour des réfugiés commençait aussi à s'affirmer dans les débats publics. Dans les débats politiques et humanitaires aussi, on commençait à parler de solutions durables pour envisager donc le retour des réfugiés, souvent aux questions qui étaient brandies aussi comme une menace par les pays voisins de la Syrie par rapport à l'Europe et à l'Occident. Nous étions aussi dans un contexte de fort désespoir parmi les Syriens qu'on rencontrait. Il n'y avait aucun espoir, aucun horizon de pouvoir renverser les tortionnaires au pouvoir. Et c'est dans ce contexte qu'on a voulu replacer en fait la société syrienne au centre de débat, essayer de contrer ce récit qui s'imposait à nouveau dans le débat public. C'est ainsi que, pour contrer ce récit, on a organisé un colloque qui a réuni une vingtaine de chercheurs français, syriens et internationaux, avec pour objectif de remettre la société au cœur de l'étude. Et on a pris, et non pas des approches géopolitiques ou des approches seulement humanitaires, mais essayer d'aborder sur un temps un peu plus long des transformations profondes que la société vivait et expérimentait. Et en particulier, nous avions tous en commun d'avoir fait du terrain sur la Syrie avant 2011,
ou bien de continuer à travailler avec des Syriens, mais en exil, et de montrer que les terrains de l'exil, les pays de l'exil, la Turquie, la Jordanie, le Liban, étaient en fait, c'était des terrains qui permettaient de rétablir des observations prolongées propres aux sciences sociales, et ils étaient devenus des espaces sociaux et politiques indispensables pour mieux comprendre les recompositions de la société syrienne, en fait. De regarder, on avait 6 millions de réfugiés et on avait évidemment, comme on le sait, l'équivalent également de 7 millions de déplacés internes en Syrie. Donc l'idée principale de l'ouvrage, c'était de, de partir d'études très micro-sociologiques et de montrer que malgré l'impossibilité alors de renverser le régime, la révolution et la guerre avaient entraîné des transformations sociales majeures, dont l'héritage était réel. C'était la prise de parole, c'était l'auto-organisation, c'était la société civile capable de franchir le mur de la peur, de documenter par des téléphones, par des réseaux, toute leur mobilisation. Madame Elisabeth Picard, qui nous a fait l'honneur d'écrire une postface à cet ouvrage, a parlé de révolution culturelle, et je reviendrai sur ça. C'est-à-dire que toutes ces transformations de la société, même s'il n'y avait pas encore, même s'il y avait encore le régime oppressant, pouvaient constituer un socle commun sur lesquels reposerait la recomposition de la société syrienne dans une époque post-Assad. À l'époque, nous avons terminé notre ouvrage en mai 2024 et vraiment, on ne voyait pas du tout venir. On a tous été surpris en fait par voilà. Par la chute de Oui, Assad. oui. Alors, Valentina et Myriam, qu'est-ce que votre ouvrage apporte de nouveau? Parce qu'on a vu beaucoup d'ouvrages sur la Syrie ces dernières années. Et il y a des ouvrages, ils ont des particularités, ils ont des choses à apporter de plus. Il y a des ouvrages qui se contentent d'écrire la situation. Oui, effectivement, il y a eu un nombre très important de publications depuis 2011, de publications qui s'inscrivent plus ou moins dans les sciences sociales ou plutôt dans un journalisme informé. Mais pour rester sur ce qui est des travaux en sciences sociales, parce que notre livre, c'est un travail de sciences sociales, en fait, le principal apport, un des apports de cet ouvrage, c'est de déplacer un peu le regard des dynamiques géopolitiques, géostratégiques qui ont primé dans un certain nombre d'analyses pour porter l'attention, encore une fois, sur les dynamiques sociales, sur la société, sur les transformations sociales. Même si les dynamiques politiques restent quand même une question transversale dans l'ensemble de l'ouvrage, on a des sites d'observation qui sont quand même très micro. En fait, on est un peu en rupture avec des approches qui auraient prêté l'attention plutôt euh, aux acteurs armés, aux acteurs du conflit. On s'inscrit voilà, dans cette prospective euh, axée sur la société avec des sites d'observation très micro. Et Elisabeth Picard le remarque aussi, c'est un peu en rupture avec tout un courant de travaux en sciences politiques qui se sont concentrés pendant plusieurs décennies, principalement sur l'État, sur le régime, sur le pouvoir politique, sûrement par une difficulté d'accessibilité aussi à la société. Euh, mais voilà, nous, on a voulu concentrer notre analyse sur la société. Le deuxième apport qui me semble important et toujours relève de notre approche de sciences sociales, c'est qu'on essaye de comprendre ce qui se passe après 2011 dans une temporalité longue, c'est-à-dire quand il y a une révolution, quand il y a un conflit armé, c'est bien sûr des moments extrêmement bouleversants, des moments de rupture majeure à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, mais ce ne sont pas des moments où le social s'efface, ce pas des moments, des points zéro, euh, euh, c'est des moments sûrement de réconfiguration du social, où on a des formes de mobilité sociale, de déclassement aussi très rapides, très brusques. Mais il y a aussi des réconfigurations. Et pour comprendre ces réconfigurations-là,
on a pensé qu'il était important toujours de retracer la généalogie, donc d'inscrire, c'est ce qu'étaient les observations qu'on observait dans le temps long, donc en revenant à la généalogie. C'est pour ça qu'on s'est inspiré. Il y a sûrement beaucoup de travaux qui nous ont inspirés sur la Syrie, mais aussi des travaux plus en général sur d'autres conflits et sur l'immigration forcée, c'est-à-dire faire le lien entre le temps de la guerre et le temps aussi de la paix, reconstruire voilà, les trajectoires sur le temps long. Et, euh, et voilà, je pense qu'au fur et à mesure, on aura de la discussion, on aura aussi la possibilité de discuter sur c'est quoi concrètement ramener l'analyse sur le temps long. Et par exemple, j'avais en tête deux exemples, mais rapidement, c'était quand on analyse les mobilisations politiques, on s'est rendu compte que c'était aussi intéressant de voir les trajectoires antécédentes, les mobilisations des années 70, 80, ou encore et la mémoire de ces mobilisations-là, qu'est-ce qu'elle faisait aux mobilisations depuis la Révolution. Et concernant les trajectoires migratoires, lorsqu'on analyse les recompositions en exil, il était aussi important de s'intéresser à tout ce qui était les circulations entre la Syrie et les pays voisins, les circulations liées aux migrations de travail, de commerce, etc. C'est dommage que Madame Picard ne soit pas avec nous ce soir. J'aurais bien aimé la revoir après tant d'années. C'était ma directrice de thèse. Et d'ailleurs, dans cette perspective même, le troisième apport consistait, et c'était le plus difficile, à dépasser les lectures essentialistes du conflit. Les sunnites contre les alaouites, Assad contre Daesh, c'est-à-dire dépasser des lectures binaires pour ramener des catégories sociales au cœur de l'étude. Par exemple, les révolutionnaires, eux, ils voulaient s'affranchir des divisions confessionnelles et communautaires entretenues par le régime. Les cris d'union étaient Wahed, Wahed, uni, uni, le peuple syrien est uni. Et d'ailleurs, comme l'a montré El Hajj Saleh dans notre livre, Merci. le régime a accentué en fait justement quand le peuple a demandé à être uni, a proposé un autre mouvement pour la Syrie. Justement, c'est le moment où le régime a accentué les divisions confessionnelles en faveur des minorités alaouites ou chrétiennes et kurdes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu ce mouvement d'union pendant la première année, les 2 premières années, et la société a en fait traversé le mur de la peur du régime, Assad, et les appels au renversement du régime et à la justice n'ont pas été tus par des augmentations de salaire. Et la réponse, c'était le peuple syrien n'a pas faim. C'est-à-dire que vous n'allez pas nous acheter, vous n'allez pas couper notre élan justement d'union, d'une autre position pour le pays. Et c'est pour ça que nous avons pris le parti, on en a parlé d'ailleurs, Salam, dans cet ouvrage, de ne pas utiliser, par exemple, le terme de guerre civile. C'est-à-dire, on a fait comme Franck Mermier l'a fait dans son ouvrage qui nous a beaucoup inspiré, Écrit libre de Syrie, que je vous invite à lire, 2018. Lui, il dit que le problème de la guerre civile, le terme de guerre civile, on a parlé plutôt de guerre interne, parce que la guerre civile, elle oppose deux camps et elle les met sur le même plan, alors qu'il y a une responsabilité du régime Assad dans l'engrenage du conflit. Aussi, on a fait le choix de prendre le terme de révolution et pas de révolte, même s'il n'y a pas eu immédiatement de renversement du pouvoir. Car ce terme de révolution permet de saisir l'ampleur des bouleversements sociaux et politiques que les Syriens ont connus. Oui, non, moi je voulais dire que moi j'ai utilisé un terme différent pour les premières 2 années. La guerre contre les civils. Bien sûr, ça a duré seulement 2 ans. Après, c'est devenu une tuerie, et peut-être à la fin, c'est devenu une vraie guerre civile. Mais moi, je me contente des 2 premières années. Et pour ajouter une chose, moi, je participe à ce livre, mais comme je suis quelqu'un de paresseux et un personnage très imbibé de lui-même, je préfère que ce soit sous forme d'entretien. Alors, avec beaucoup de modestie, j'ai été interviewé par Myriam. On peut peut-être présenter rapidement la structure de l'ouvrage. Oui, alors on a 3 parties.
il y a une introduction et 13 articles, la moitié en anglais, la moitié en français, et tout le livre est en ligne. Vous pouvez regarder, il est en libre accès sur Open Edition. Et on a ensuite une postface par Madame Picard. En fait, vous verrez qu'on a plusieurs disciplines. Il y a des anthropologues, des sociologues, géographes, historiens, économistes, vous verrez cela. Également politistes et un spécialiste de droit. Donc on a 3 axes. Le premier axe, c'est les transformations sociales au prisme des migrations et du genre. Donc tu les présenteras. Puis, en deuxième partie, les dynamiques économiques de subsistance et de gouvernance en ville, mais également dans les espaces ruraux. Et une troisième partie, la recomposition des appartenances et des mobilisations politiques. Enfin, une postface de Madame Picard qui présente 2 grands intérêts. La première, c'est de faire, d'un point de vue épistémologique, la manière dont elle-même, à 50 ans de recherche sur la Syrie, comment les grands courants de pensée ont travaillé à l'indépendance, puis dans les années 80 sur la Syrie. Qu'est-ce qui a structuré l'approche de la société syrienne sur 50 ans? Et ensuite, elle conclut sur le fait qu'il y a eu une révolution culturelle. Et pendant justement cette révolution, et je voulais juste peut-être citer une phrase, que nous pouvons, donc je cite Madame Picard, nous pouvons parler de révolution culturelle en ce sens qu'elle a engagé la société syrienne dans le travail de mémoire indispensable à la réappropriation de son histoire nationale. Ainsi, la révolte et les affrontements de la décennie 2010 ont suscité un processus d'exhumation des traces et de remémoration du soulèvement entre 79 et 82 qui a été réprimé par le régime Hafez al-Assad. Une répression qui avait été imposée à la société tout entière, une amnésie. Et elle propose justement qu'au contraire, l'inscription de la révolution et des guerres de la décennie 2010 dans la mémoire du temps long, d'avant la dictature, a ouvert aux Syriens de nouveaux horizons d'attente et justement l'attente d'une participation à la vie politique entendue comme une production de commun. Pour citer Leila Dakhli, une historienne. Depuis 2011, protestataires et opposants tentent de réimaginer une nation syrienne horizontale, inclusive, qui engage la société à des conduites patriotiques. Alors, je ne sais pas si Elisabeth écrirait les mêmes mots aujourd'hui, mais à débattre. À débattre à la fin de la séance. Et Valentina, quels sont les défis éthiques d'une recherche sur une société en guerre? Oui, alors depuis le début de ce travail, on s'est posé la question de comment travailler sur une société bouleversée par la guerre. Ça pose des questions méthodologiques, l'impossibilité d'accéder au terrain, qui s'est vite refermé. Pas mal de chercheurs qui ont contribué à cet ouvrage étaient en Syrie à l'époque ou avaient travaillé dans le passé sur la Syrie. Donc, on a dû repenser notre méthodologie de travail, travailler sur les populations exilées dans les pays voisins et même plus loin en Europe. Ça nous est semblé tout à fait approprié au vu du nombre de réfugiés qui sont exilés dans ces pays et qui est devenu, en fait, ces territoires sont devenus partie intégrante de la société syrienne en recomposition. Nous avons gardé aussi contact avec des interlocuteurs qui étaient sur place. Mais la question, c'était aussi de rompre un peu avec des approches de ces contextes de guerre comme des observatoires. J'ai lu dans plusieurs ouvrages, la société syrienne, c'est un observatoire de reconfiguration politique, sociale. Et nous, on a voulu, on s'est posé en fait la question de plutôt réhabiliter ou de plutôt en fait donner la parole aux Syriens, de ne pas en faire un observatoire justement. Moi, j'aime pas ce terme.
On a essayé de travailler de manière plus éthique avec nos interlocuteurs, avec les collègues sur place. Donc, ça nous a amené à réfléchir de manière nouvelle à nos pratiques de recherche. Très bien. Et on avait fait le choix de ne pas se rendre sur place pour ne pas cautionner le régime, mais aussi parce que c'était dangereux, parce que voilà. Merci. Myriam et Valentina, une des originalités de l'ouvrage est de souligner les changements intimes et familiaux qui ont eu lieu pendant le temps de guerre. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors je reprends, mais je te donne la parole ensuite. En fait, toute la première partie porte justement sur les questions de transformation sociale, voire intime, jusqu'au sein des familles. Et on a une première contribution qui est écrite par Charlotte Al-Khalili et qui reconstruit les trajectoires de femmes syriennes issues plutôt des classes moyennes citadines et qui sont réfugiées en Turquie, dans la ville de Gaziantep. Et en fait, l'autrice, elle montre comment leur participation au mouvement révolutionnaire engendre aussi une remise en cause d'autres formes de domination, d'autorité, notamment celles qui prennent forme, qui sont à l'œuvre au sein de la sphère familiale. La contribution de Charlotte rentre un peu en dialogue contradictoire avec ma contribution, qui, elle, porte plutôt sur un autre milieu social, c'est-à-dire des femmes réfugiées dans le camp de Zaatari et dans le nord de la Jordanie, des femmes issues plutôt des milieux ruraux. Qui se sont trouvées en exil à assumer un certain nombre de responsabilités. Et j'essaye en fait de montrer comment il y a effectivement des récompositions familiales, des changements dans les relations de genre, de ce qu'on entend les rôles des femmes et les rôles des hommes, c'est ce qui sont les rôles prescrits de genre. Mais ces changements ne sont pas vécus de manière comme un épanouissement ou une forme d'autonomisation. C'est ce qui était le cas des observations faites par Charlotte en Turquie. Euh, dans le contexte de l'exil des Syriens en Jordanie, notamment dans les camps, ces réconfigurations des genres étaient plutôt vécues euh, comme une souffrance, comme une forme de déclassement, surtout pour les hommes, et cela dans un contexte particulièrement contraint lié à la politique d'accueil jordanienne à l'encontre des Syriens. Une troisième contribution, celle de Lélia Drif, porte elle aussi sur les récompositions de genre à partir de familles réfugiées au Liban. Et elle analyse en fait la manière dont, depuis la fermeture des frontières en 2014-2015, il y a eu des effets sur les trajectoires de vie des familles syriennes au Liban et comment en fait l'insécurité et l'incertitude qui a pesé sur les familles impactaient surtout les hommes. Et elle montre aussi qu'au sein d'une famille, il pouvait y avoir des statuts différents. C'est ce qui engendrait là aussi des formes de récomposition et de familiale. Et elle retrace ces trajectoires aussi sur un continuum avec les mobilités en Syrie. Elle analyse le système de kafala depuis la Syrie jusqu'au Liban, parce que voilà, elle essaie de montrer les contraintes que ce système impose. Et enfin, cette partie se conclut avec une contribution de Sana Yazdiji, qui est directrice de mémoire créative de la révolution syrienne. C'est une plateforme en ligne qui a mené un gros travail d'archivage, en particulier de tout ce qui est les travaux d'artistes, les œuvres d'art produites au cours de ces années. Qui a mis aussi en place une chronologie de la révolution et de la guerre qui est très utile aussi pour les recherches en sciences sociales et qui est en même temps, elle narre ce projet, elle parle de ce projet, mais elle parle aussi de sa trajectoire personnelle, comment elle s'est investie dans ce projet justement pour essayer de contrer un certain nombre de lectures essentialistes et binaires du conflit syrien. Voilà. Ça, c'est la première partie.
Deuxième partie, on aborde les questions de subsistance et les dynamiques économiques. Et on a donc 3 chapitres. Le premier, donc, de Joseph Daher, montre comment la politique du gouvernement syrien pendant la guerre lui a permis de consolider son pouvoir et ses réseaux clientélistes, et n'a pas marqué de grande rupture idéologique par rapport à la période de paix. Et en fait, au contraire, la guerre a approfondi des politiques néolibérales tout en renforçant les aspects autoritaires et patrimoniaux du régime. Par exemple, 2 lois, vous savez, les 2 lois d'expropriation, donc la loi 66 de 2012 à Damas, qui permet d'exproprier tous les terrains des terroristes, et ensuite cette loi qui est généralisée à l'ensemble du pays à partir de la loi numéro 10 2018, qui a des conséquences très graves, qui permet d'exproprier, en gros, c'est comme la loi des biens des absents exercée par Israël contre la Palestine, c'est-à-dire que toute personne qui n'est pas là en 30 jours pour fournir une preuve de propriété voit son terrain ou sa maison expropriée. Ça, même Angela Merkel à l'époque avait beaucoup protesté contre cette loi en Allemagne, parce qu'il y avait 1,5 million de réfugiés syriens en Allemagne. Et ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, c'est que elle est toujours en vigueur, cette loi. Ce décret est toujours en vigueur. Et donc, il y a en fait un urbanisme qui se met en place de revanche, de répression et de revanche territoriale, où on va détruire des grands quartiers informels. Et il faut garder toujours à l'esprit, moi je suis géographe urbaniste, que 50% des résidents urbains n'avaient pas de titre de propriété. Vous voyez, on avait des hodjas, on avait donc ça a des conséquences très graves, et donc il faudra qu'il y ait des commissions de conciliation qui commence à avoir lieu pour permettre le retour, en fait. Voilà. Donc, on a ce papier, donc Joseph Daher. Mon chapitre, moi, porte sur la gouvernance et la reconstruction de Raqqa dans une période très particulière, parce que Raqqa a été détruite à 80%. Vous vous souvenez qu'elle a été, donc, entre octobre 2013 et octobre 2017, elle a été un des centres de l'État islamique, non pas la capitale, mais un des centres de l'État islamique, alors même que la ville s'était libérée en mars 2013, avait créé donc une gestion autonome. Enfin, bon, et ce que je montre, c'est les formes de négociation, en fait, de la population syrienne. Alors déjà, seulement le tiers de la population de Raqqa d'avant la guerre a pu retourner. Les gens qui sont installés à Raqqa désormais, ce sont des migrants des différents gouvernorats, en fait, de Hasakeh, de Idlib, qui se sont installés donc à Raqqa et qui sont en fait plus aptes à moins contester l'administration civile kurde de la ville, en fait, qui est donc il y a un conseil donc le RCC, Raqqa Civil Council, qui compte 120 membres, dont une partie évidemment d'arabes, mais également de Kurdes qui dirigent la ville. Et en fait, au tout début, le Conseil civil de Raqqa, kurde, a appliqué les mêmes lois d'expropriation de 2018, cette fois contre les anciens Raqawis qui n'avaient pas vraiment, si vous voulez, résisté à la présence de l'État islamique. Bon, c'est de gros conflits. Et puis, comment, en fait, les Raqawis ont voulu négocier la paix jusqu'au moment où, en janvier 2021, a commencé la conscription pour l'armée kurde dans le Il gouvernement. continue toujours. Et ça, c'est le moment où les gens commençaient à vraiment s'échapper, essayer de fuir la ville, de se cacher. Donc voilà. Et le troisième chapitre est très intéressant. C'est un chapitre sur les bergers, les bergers syriens en Jordanie. Donc une population qui est assez peu connue, les bergers syriens venus se réfugier en Jordanie. C'est le travail de Mathilde Gingembre. Et elle montre comment, bien qu'il y ait des liens tribaux anciens, les bergers syriens sont considérés comme plus qualifiés que les Jordaniens, qui, eux, exercent un deuxième métier. Et il existe une économie morale de la subsistance qui pousse les pasteurs syriens à nouer des liens avec des propriétés jordaniens pour assurer leur protection et celle de leurs troupeaux, qui sont l'objet de convoitises, parce qu'une grande partie du cheptel syrien, en fait, a également migré, a été vendu, en fait, dans la péninsule arabique, comme viande, c'est les rawassis, et voilà. Donc voilà pour la dimension. Et en fait, cette deuxième partie se conclut avec le témoignage de Salam,
qui revient sur la trajectoire sa trajectoire à lui et de sa famille à Alep, et un peu sur l'histoire aussi politique et sociale de cette ville qui était un centre commercial très important. On part de loin, de 63, de l'arrivée au pouvoir du Parti Basse et de la manière dont, en fait, il y a eu le remplacement des grandes familles de notables au sein des instances de pouvoir par des personnalités externes à la ville. On parle aussi des événements de 79 et de 80, de la répression et de la mémoire que Salam et que les habitants de la ville gardent de ces événements. Et puis, on passe à la période des années 2000 et au début de la Révolution, aux raisons qui ont fait que la ville d'Alep s'est tardivement mobilisée, aux raisons politiques, économiques. Et on revient ensuite sur la participation des étudiants de l'université d'Alep aux mobilisations des populations rurales, et jusqu'à la militarisation donc de la mobilisation suivie par les années de siège. Et puis, on a une troisième partie. On conclut sur les questions de mobilisation politique, en prenant des points d'observation, cette fois très différents. C'est un peu hétérogène cette partie. On part du très macro, avec une contribution de Mathuré, qui est historien, et qui en gros revient à la période ottomane pour comprendre quelles sont les fractures territoriales, géographiques, sociales et politiques qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, et qui ont été encore entretenues et accentuées par le régime Assad. Et lui, il s'appuie sur le concept de terroir de Akil Mbembe. Donc, pour identifier ces différents terroirs, il en identifie 13. Et je pense que son analyse est assez encore très pertinente aussi pour comprendre la fragmentation actuelle de la Syrie, les fractures qu'on observe aujourd'hui. On a ensuite, on descend un peu d'échelle d'analyse. Là, on est vraiment dans une approche historique très macro cette fois, pour arriver à la contribution de Aurora Sottimano, qui est un politiste. Et elle, en fait, elle se attarde sur les modes de fonctionnement des conseils locaux dans les régions tenues par l'opposition. Donc, passer sous contrôle de la coalition nationale des forces de l'opposition et du gouvernement intérimaire syrien. Et en fait, la thèse de l'autrice, c'est qu'il y a un continuum des pratiques autoritaires qui continue en fait jusqu'au sein des structures de l'opposition. Elle montre comment il y a des dynamiques de cooptation, de contrôle social qui sont enracinées au sein des conseils locaux, et comment en fait ces structures restent dominées par des familles influentes, des tribus, et ce qui favorise la collusion des intérêts avec les profiteurs de guerre et le régime même. Enfin, une échelle cette fois très micro-sociologique, l'anthropologue Anna Pougeot revient sur les enlèvements par l'État islamique de femmes et d'enfants issus de la communauté druze. Et elle montre en fait comment la mise en scène de la libération de ces otages deviennent de moments de réconfiguration des relations entre le régime et la communauté druze elle-même. Donc, c'est une analyse très fine de cet épisode. Et on a encore 2 contributions et je laisse la parole à main. Merci. Donc, c'est un chapitre très riche, ce chapitre 3 sur les modes de reconfiguration politique. Il se termine par Julie Bernat. Donc, elle travaille sur la justice traditionnelle entamée par des avocats et des militants dans les pays voisins de la Syrie et en Europe. Et elle soutient que, en fait, toute la mobilisation pour fournir des documentations sont très utiles aujourd'hui au moment de la transition politique. Des avocats, des ONG, des militants syriens ont commencé à explorer le principe de compétence universelle. Et donc, son chapitre est absolument passionnant et elle montre des voies alternatives pour la justice et la réconciliation.
Et euh, elle, elle décrit les espaces inventés pour la justice, des espaces médiatisés par des acteurs de la société civile, qui sont plus ouverts et plus délibératifs que la salle d'audience. Ce sont des espaces façonnés par des organisations transnationales dirigées par des survivants, tels que Families for Freedom ou bien l'Association des familles César, la coalition des familles de personnes kidnappées par l'État islamique. Enfin, nous avons un chapitre absolument passionnant de Yassine El-Haj Saleh, qui lui, en fait, euh, aimerait euh, comprendre comment les Syriens cherchent à cimenter un nouveau lien social fondé sur l'égalité entre citoyens et des devoirs démocratiques et non plus sur une division confessionnelle de la société. C'est-à-dire de ne plus avoir une vision occidentale de minorités menacées qu'il faudrait protéger et ni non plus euh, 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 il redéfinit ce que doit être la majorité qui aura le pouvoir, non pas la majorité numérique des sunnites, qui est d'ailleurs très divisée et qui pourrait être manipulée par des islamistes, mais un groupe majoritaire qui serait intercommunautaire, dont le point d'accord serait de se débarrasser des tortionnaires du régime et, et de se débarrasser seulement des alaouites impliqués dans des crimes, et non sur la base de leur confession. Il s'agirait donc d'accélérer les procès de criminels, ce qui serait comme une condition pour une refondation de la société. Merci. Ça donne envie de le lire aujourd'hui. Votre ouvrage paraît quelques mois juste après la chute du régime de Assad. Comment cet événement historique majeur a-t-il impacté ce travail? Et surtout, est-ce qu'il garde toujours sa raison d'être? Oui, alors, effectivement, l'ouvrage était censé paraître en novembre-décembre 2024. Nous, on a terminé la rédaction de l'ouvrage à peu près en mai 2024. Ensuite, quand il y a eu la chute du régime, bah, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On pouvait pas tout reprendre. On ne pouvait pas renvoyer à nouveau aux auteurs, mettre à jour, c'était impossible. C'est ce qu'on a fait. On a décidé juste de faire quelques remaniements au niveau de l'introduction. On a précisé qu'on avait tout terminé, les auteurs avaient terminé en 2024. Et que nous, on s'est trouvé à faire des petites rééditions des verbes au passé. C'était un peu, voilà, c'est ce qui n'était plus d'actualité, qui était plus existant en fait. On s'est permis juste de faire ça, mais ensuite on a gardé tous les textes tels qu'ils étaient, parce qu'en fait, on trouve que ce livre, malgré cet événement majeur, il garde son sens, parce que c'est un livre, c'est un ouvrage de sciences sociales qui s'inscrit, qui donne un aperçu, en fait, sûrement qui n'est pas exhaustif, qui n'est pas complet, mais il donne un aperçu de la société syrienne telle qu'elle a été pendant cette période qui va entre 2011 et 2024. C'est une recherche, comme on l'a dit, qui n'est pas factuelle, mais on essaye de comprendre les processus sur le temps long. Donc, moi, à mon sens, l'ouvrage garde toute sa pertinence encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a certains événements qu'on observe aujourd'hui, et on serait tenté de dire, comme certains l'ont fait en 2011, en descendant en Syrie et en pensant découvrir l'eau chaude. Mais C'est en- une expression syrienne. non, mais parce que je pense qu'il y a la tentation de ces moments d'immédiateté où les choses changent rapidement et de se dire que tout est nouveau, que ça... Non, mais tout change, mais rien ne change en fait. Il y a toujours des permanences, des continuités. Et par exemple, si on regarde la contribution de Anna Pougeot ou de Mathieu Rey, lorsqu'il parle des divisions territoriales, des récompositions de la communauté de Rose, moi j'ai tout de suite pensé cet été en juillet, quand j'ai écouté, j'ai observé ce qui s'est passé en Syrie, j'ai tout de suite pensé à la contribution de Anna ou de Mathieu quand elle parlait déjà des dynamiques qui caractérisaient la région de Suède, des conflits qui sont des conflits historiques, qui sont enracinés. Donc, je pense que là, en fait, ces études, ils fournissent des clés de lecture qu'on peut utiliser aujourd'hui aussi.
Aurora Sottiman aussi, elle parle de permanence d'une politique économique autoritaire dans les fils de l'opposition. Et là, c'est ce qu'on observe aujourd'hui aussi dans tous les processus politiques à l'œuvre avec le nouveau régime, parce qu'il s'agit bien d'un nouveau régime en place et pas d'un gouvernement. Et ben, on est toujours aussi dans l'actualité de la réimposition de l'autoritarisme, de la centralisation du pouvoir, par des stratégies qui sont anciennes. Et donc, voilà, là, ces contributions-là, elles permettent de donner des clés de lecture aussi pour les événements voilà, qu'on observe aujourd'hui et qu'on essaie de comprendre. Et maintenant, nous aimerions te donner la parole. Oui, mais avant, tu voulais parler un peu Oui, mais je l'ai fait, parce qu'après, on Ok. aura peu de temps. C'est bon. D'accord. Moi, ma parole est elle n'est pas vraiment sociologique ni politique, c'est une parole plutôt émotionnelle parce que je me suis rendu en Syrie après 15 ans d'absence, et notamment dans ma ville Alep. Et je peux dire que, et pour ça, je pense, comme ça vient d'être dit, que la lecture de cet ouvrage est très intéressante en ce moment-là, en pensant à ce qui se passe en même temps. Je suis peut-être, et ça va étonner mes amis qui considèrent que je suis un opposant né, je ne suis pas peut-être encore d'accord sur la description de l'actuel régime. Parce qu'on n'a pas encore le recul nécessaire de le considérer comme autoritaire et centralisant. En tout cas, centralisant, il est obligé de ne pas l'être. Il est obligé, par des acteurs qui ne sont pas syriens, plus ou moins, de ne pas être centralisé. Autoritaire, et ça, c'est une contradiction que j'ai vécue en étant en Syrie très peu de temps. C'est pas un temps suffisant pour observer avec une tête froide et des idées claires, mais que la majorité de la population est satisfaite de ce nouveau autoritarisme. Je n'ai pas fait un sondage, mais on voit qu'il y a une résurrection d'une victimisation de la majorité sunnite qui se développe et qui se traduit par légitimation de toutes les violations des droits de l'homme. S'il y a violation, il y en a. Et justement, après les massacres qui ont été commis par des forces proches du nouveau pouvoir, sur la côte et dans la ville de Suède. Ce qui a étonné surtout les gens avérés, les gens éclairés, les gens démocrates, qui peut-être ne sont pas très nombreux, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas une réaction sociétale suite à ce qui s'est passé sur la côte. Et surtout, il y a cette absence choquante, à mon point de vue, de réaction de l'intelligence syrienne, qui a toujours été connue par son ouverture et son intégration de l'ensemble des citoyens, suite à ce qui s'est passé à Suède. Peut-être ce qui s'est passé sur la côte en mars dernier, qui a commencé, il faut le préciser, par une tentative des résidus du régime à reprendre le pouvoir et qui a terminé par un massacre massif des civils qui n'étaient pas du tout impliqués dans cette action des résidus, ça peut être, je dis ça peut être interprété comme une vengeance suite à 5 décennies de répression qui a eu l'identité, que le régime a essayé de lui coller l'identité alaouite et qui a impacté la majorité sunnite comme étant responsable. Et moi, je répète toujours le dicton ou
la phrase de Nicolas Van Damme, un chercheur et diplomate hollandais, qui disait « c'est le pouvoir, c'est la minorité du pouvoir et c'est pas le pouvoir d'une minorité en Syrie ». Ce qui était sous Bachar et Hafez, c'est une minorité au pouvoir, une minorité politique, une minorité qui était composée de toutes les communautés, et pas le pouvoir d'une minorité comme on a essayé de l'imposer et que l'Occident a adopté, c'est-à-dire le pouvoir alawite. Toujours dans les médias français, on dit le pouvoir alawite. C'est très mal interprété. Il y a cette question de victimisation. Il y a une autre question concernant la justice transitionnelle. C'est vrai que le régime ou le nouveau gouvernement provisoire intérimaire a nommé une commission pour la justice transitionnelle, mais je me demande comment cette commission va travailler si elle va étudier toutes les exactions contre les humains, les civils, durant les derniers 14 ans. Parce qu'il y a pas mal eu des exactions, peut-être à titre individuel, peut-être par erreur, par les forces qui sont au pouvoir actuellement. Alors, une justice transitionnelle sélective, c'est inacceptable même au niveau international. C'est le défi devant lequel le gouvernement actuel fait face, et je pense que ça va être dilué dans un développement économique qui va attirer l'attention des droits et des justices et toutes ces questions éthiques et de principe vers la vie quotidienne dont les Syriens souffrent énormément. La pauvreté est incroyable. Moi, j'ai été étonné de voir beaucoup de mes amis de la classe moyenne qui regardent de près leur consommation de viande, qui regardent de près leur consommation qui regardent plus de près, ils ne regardent pas du tout leur consommation de vêtements, des loisirs, des choses de cette nature. C'est la classe moyenne que Assad et son père avant, ils ont tout fait pour l'écraser, pour la faire ou bien affaiblie tellement pour devenir pauvreté soumise et notamment ils l'ont bien réussi dans la région côtière, c'est-à-dire ils ont appauvri la région côtière qui est censée être privilégiée parce que le pouvoir vient de là-bas, ou soi-disant le pouvoir est alawite. Ils l'ont appauvri tellement qu'ils ont poussé toute la jeunesse de ces régions à émigrer vers les grandes villes, et notamment la capitale, et devenir des barbouzes dans les services de renseignement et dans l'armée, par besoin économique alimentaire, qui ne pouvait pas être autre que le besoin. Ce n'est pas par conviction, pas par idéologie, pas par amour de la violence. C'est la gestion économique catastrophique qui les a obligés à se retrouver dans ça. Des points positifs, il faut le dire, parce que on vivait sous la culture de la peur pendant 60 ans ou presque. Maintenant, en Syrie, on peut tout dire. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais on peut critiquer le président de la République en public et on ne craint rien. On peut écrire et aller en Syrie sans craindre qu'il y a quelqu'un qui a rapporté ce que je viens de dire dans cette conférence, par exemple. Moi, si je dis la même chose sur le régime Assad dans une conférence publique à Paris, au retour en Syrie, je serai kidnappé à l'aéroport et disparu de la scène, dilué dans l'acide peut-être.
Et aussi la société civile syrienne qui a émergé dans l'exode, elle est de retour en Syrie. Elle s'installe, elle est autorisée par des papiers, par des décrets. Elle exerce ses activités telles qu'elle les faisait avant. Et pour ça, elle est critiquée par les têtes brûlées qui considèrent que c'est un dédouanement du nouveau régime parce qu'on travaille à Damas. C'est illogique. Moi, je crois, tant qu'il y a une possibilité de travailler à l'intérieur, il ne faut pas quitter. Il faut travailler à l'intérieur et s'activer à l'intérieur. Et maintenant, il y a beaucoup d'organisations comme le Centre syrien de la liberté d'expression, comme The Day After, comme Women Now, comme Amran, comme le Centre arabe qui était à Istanbul, il s'est délogé maintenant, il est à Damas. Ça donne de l'espoir. Il y a des réunions tous les jours, des activités culturelles tous les jours. Il y a des va et des viens. Il y a des défis que les forums de débat affrontent et confrontent. Ça peut être très positif. Et pour finir, je peux dire aussi que il y a un problème, j'ai mentionné le problème politique, les élections, les fausses élections vont se dérouler dans quelques jours, le 5 octobre, je crois, pour élire un parlement. C'est une élection kafkaïenne, c'est-à-dire le président choisit des gens pour qu'ils choisissent eux-mêmes les députés. Alors, il n'y a pas de vote. Il y a de vote par des gens sélectionnés. Et ça trouve une explication chez certains pour dire que... et moi, je suis contre une élection rapide après la chute du régime. Parce que l'État profond existe toujours et les barbouzes du régime peuvent ressurgir sous autres étiquettes. Ils sont très rapides dans le retournement de veste. Mais cette formule de fausse élection, elle est encore, pour moi, étrange. Et il ne faut pas la défendre. Mais il faut voir qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que va le nouveau Parlement, comment il va avoir des marges de discussion pour juger vraiment l'autoritarisme, si autoritarisme il y a, du nouveau régime. Merci beaucoup et je tourne vers vous pour vos questions. Il y a une vingtaine d'années ou plus, j'avais édité un livre intitulé La Syrie au présent. Ouais. Et mon défaut est d'être démographe. Donc la démographie à l'époque. Grand ouvrage qui était en référence sur la série. Maintenant, vous m'avez détrôné et je vous félicite. Mais là, je vais surtout parler de ma préoccupation démographique, puisque c'est mon Oui. gagne-pain. Quand cet ouvrage a été fait, jusqu'en 2011 pratiquement, jusqu'à la révolution syrienne, entre guillemets, il y avait un très net clivage démographique en Syrie, dont Yassine Hassaleh, que j'apprécie beaucoup et qui a participé à votre ouvrage, avait aussi mis en relief, c'est le profond décalage démographique entre la minorité alaouite que représentait à l'époque 11% peut-être à tout casser, et les autres groupes sociaux, les autres groupes confessionnels syriens, c'est-à-dire les sunnites, le décalage entre la majorité démographique sunnite et les minorités alaouites, chrétiennes, druzes et partiellement kurdes. La différence étant que les sunnites continuent à faire beaucoup d'enfants, y compris dans ma ville natale, Alep,
qui est le joyau, qui est la Venise peut-être du Moyen-Orient. Et l'été. Ah bon, ne me dis pas ça. Et le reste de la population syrienne. Donc vous aviez en moyenne des sunnites qui avaient 7 à 8 enfants en moyenne par femme, alors que les druzes, les chrétiens et les, Alaouite. et les alaouites avaient 3 enfants. Donc un décalage profond. Et Yassine Hassaleh avait mis l'emphase sur ce point-là. Alors ce que je voudrais savoir, c'est que si à la lumière de vos recherches, bien qu'elles ne soient pas orientées sur la démographie, vous avez pu mettre en relief s'il y a des changements familiaux fondamentaux qui affectent ce clivage démographique très net entre ce qui était la minorité et la majorité de la population. Merci. Alors, moi, je pense que moi, je ne suis pas démographe, mais pour faire de la démographie, il faut des chiffres. Et depuis longtemps, il n'y a pas de chiffres sur la Syrie, ni sur en 2000. Je pense qu'un recensement dernier remonte à 2001-2004. Et je me souviens d'un article. Vous êtes Youssef Korbej? Ouais. Ouais. Et en fait, je pense que c'était une doctorante ou une étudiante Rana Youssef, elle avait écrit justement ces transformations en parlant d'une sorte de transition démographique qui s'esquissait en Syrie, avec une diminution de la natalité, avec quand même une forte natalité encore dans les régions rurales et notamment dans le sud. Alors, moi, j'aborde dans mes recherches la question des recompositions familiales, mais plutôt d'un point de vue qualitatif. Donc, je n'ai pas vraiment de données, mais on observe sûrement des transformations en tout ce qui est dynamique matrimoniale. On a même on a fait un travail sur la question du divorce dans les régions de Idlib, dans la région qui était tenue par l'opposition. Et on voit comment, en fait, les pratiques matrimoniales ont changé du fait du déplacement des populations. C'est ce qui entraîne aussi une facilité de divorce. La question de l'impossibilité d'appliquer le droit de famille dans cette région-là et qui entraîne aussi des facilités ou des contraintes en termes de l'application de la loi pour la famille. Et bref, il y a plein de dynamiques qu'on peut observer, mais je n'ai pas de réponse à votre question et je pense que c'est aussi les défis de la recherche de demain. Mais vous avez quand même une population, mais vous avez quand même 12 millions, 7 millions 6 millions de réfugiés à l'étranger et ils sont pour la majorité, ils sont sunnites. Vous avez encore aujourd'hui des déplacements de population à l'intérieur de la Syrie. Ça ne s'est pas arrêté. Voilà, tout cela change et je pense que le défi aussi de demain, c'est de recenser, de faire un recensement, ce qui est lié aussi à la question des élections. Et voilà, je pense que ça prend du temps. Et vraiment, bonsoir, Monsieur Courbat. Je suis vraiment honorée. J'avais contribué à votre ouvrage il y a 20 ans et je suis vraiment honorée de vous voir ce soir. Et ce que je voulais juste ajouter, c'est que moi, j'ai travaillé à un moment pour le HCR en Jordanie et on avait accès, on avait accès à la base Progress, qui est la base de recensement statistique de tous les réfugiés. Et j'avais pu la consulter, en fait, travailler dessus. C'était en 2014. Et il y avait toute une enquête à l'époque sur les mariages précoces des Syriens. Donc, en fait, je sais que si vraiment en tant que travail de démographe, vous voulez continuer à travailler, il y a une possibilité de recensement à partir de tout le travail humanitaire, en fait, parce que vous avez vraiment des données. Il y avait par exemple le fait qu'il n'y avait pas tellement plus de mariages précoces, en fait. Il n'y en avait pas plus. On accusait les Syriens de vendre leurs jeunes filles à 15 ans, mais il n'y en avait pas tant que ça, en fait. Ça avait été prouvé, quoi. C'est intéressant. Et l'autre idée aussi que j'ai lue, parce que j'ai voulu lire, j'appréhendais qu'on ait des questions sur aujourd'hui en Syrie. Donc, j'ai lu pendant cette semaine beaucoup sur la Syrie et j'ai lu qu'il y avait un problème
énorme en ce moment de naissances non déclarées, d'absence d'état civil, d'enfants qui n'ont pas de citoyenneté, mais en Syrie, et qui a tout un enjeu réel très important d'un point de vue démographique en ce moment, sans compter évidemment l'état de santé catastrophique de la population qui est complètement appauvrie, qui est affamée, on peut le dire quand même. Il y a 80% des gens qui ne mangent pas. Alors, ils mangent, mais ils ne mangent pas à leur faim. Les gens n'ont pas. C'est des enfin, on parle quand même d'un pays qui est en reconstruction, mais qui est très, très appauvri. Pour la première fois, vous imaginez la Syrie exportait du blé, 4 millions de tonnes par an. Cette année, c'est 1,2 million de tonnes la production. Une sécheresse catastrophique qui a affecté tout le monde arabe, mais la Syrie en particulier. Donc il y a plein. Enfin, je saute mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à votre question, évidemment, vous vous souvenez cette déclaration qui nous avait tous choqués de Bachar el-Assad voilà, en disant que la Syrie avait perdu beaucoup de ses enfants morts et partis en exil, mais qu'elle était plus... Cohésion sociale. voilà, qu'il y avait une meilleure cohésion sociale parce que les sunnites étaient partis. Enfin, C'est une phrase que Hitler a prononcée en 1933. Oui, oui, bonsoir. Je m'appelle Hakim, je travaille pour une organisation humanitaire sur la Syrie depuis 2012. J'avais un commentaire et une question. Le commentaire, c'était que bon, nous, on a essentiellement travaillé dans le Nord-Ouest et on a travaillé avec HTS depuis qu'ils ont pris le contrôle de Idlib en 2017. Je pense que vous savez, Salam, que HTS, ils ont reproduit un peu ce qu'a fait le régime. C'est-à-dire qu'ils avaient des prisons et dans ces prisons, ils reproduisaient la même torture que le régime. Et ils ont même torturé, comme on l'a su, quand c'est devenu vraiment public, quand ils ont emprisonné une partie de leurs forces de sécurité, notamment Abu Maria Kahtani, l'Irakien qui avait commencé l'aventure avec les journalistes en Syrie. Donc ça, c'était le commentaire pour dire que les, le mécanisme qui fait que HTS a reproduit ce que faisait finalement le régime, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en détacher, parce que finalement, ces Syriens qui étaient avec HTS et qui sont aujourd'hui à Damas, toute leur vie, ils ont connu le système qui était mis en place par le régime. Mais ma question, j'avais un autre commentaire aussi, c'est que les 3 premiers mois, il n'y avait pas d'enregistrement à l'état civil. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais quand je parle des 3 premiers mois, c'est décembre, janvier, février. On ne pouvait pas s'enregistrer pour un mariage ou pour les naissances. Je ne sais pas si le Noufous refonctionne en Syrie, mais ce n'était pas possible les 3 premiers mois. Alors, je vais revenir à la question. Ma question, c'est, vous avez abordé le fait que les premiers slogans des manifestations en 2011, c'était « Le peuple syrien est un et uni ». Et Bachar el-Assad, il a opposé à ça le fait que lui s'est présenté en tant que protecteur des minorités. Et la question, c'est est-ce que finalement, on n'est pas arrivé à une forme d'irakisation de la société syrienne, dans le sens où en Irak, à partir de 2003, les gens ils ont commencé, après l'invasion américaine, ils ont commencé à se définir par leur confession. Il y a eu un gros clivage entre sunnites et chiites. Et donc aujourd'hui en Syrie, est-ce que finalement Bachar el-Assad n'a pas atteint son objectif du fait que les gens ils se définissent par leur confession? Je peux commencer, tu complètes? Je sais pas, moi personnellement, les Syriens que je connais se sont jamais définis par leur confession, et même on en discutait avant. J'étais étonnée, comme vous avez dit, j'ai interviewé un chiite, un sunnite. C'est pas la Syrie que je connais, c'est pas les Syriens. Et pour moi, c'est reproduire des catégories d'analyse essentialistes, occidentales, euh, et qui sont des catégories dangereuses, des catégories employées, que ce soit par le régime hier et par le gouvernement actuel aujourd'hui. C'est le récit que tu disais, le récit victimiste, victimaire des sunnites. Ce sont des catégories politisées. Mais pour moi, ça ne fait pas sens ni d'un point de vue social, sociologique, ni d'un point de vue des définitions émiques, c'est-à-dire les définitions que les Syriens eux-mêmes donnent d'eux-mêmes. Moi, je ne sais pas, mais après, on est bien sûr dans des dynamiques on était confrontés
à des épisodes de violence très atroces depuis la chute du régime. C'est ce qui a entériné des fractures confessionnelles qui étaient bien présentes et qui étaient le fait du régime en place. Mais je pense pas qu'on puisse retrouver ces catégories aujourd'hui utilisées par les Syriens ou même après. S'il y a des Syriens aussi dans le public, ils pourront s'exprimer eux-mêmes et nous dire c'est ce qu'ils en pensent. Mais voilà, moi je suis très, je fais très attention. On ne peut pas comparer comme ça, passer de l'Irak à la Syrie, au Liban. Voilà, chiites, sunnites. Oui, on peut essayer de comprendre certains processus, mais voilà, c'est pas suffisant. Il Si faut vous aller. me permettez, je peux être en accord avec Hakim qu'il y a un risque d'irakisation si la société civile syrienne, avec l'aide du gouvernement actuel, ne sauve pas la donne. Parce que les choses se développent vers un scénario à l'irakienne. Mais il est loin. S'il n'y a pas une action sérieuse, une prise de conscience de tout le monde, elle risque d'arriver en Syrie. Et pour l'état civil, ça recommence. Parce qu'il y avait des problèmes d'ancien régime, les fonctionnaires qui jouaient avec les cartes d'identité. Maintenant, ils sont en train de changer les plaques d'immatriculation et les cartes d'identité avec des cartes d'identité sécurisées, etc., etc. Et je finis par reproduire ce qui s'est passé à Idlib. Je crois que non, parce qu'ils sont conscients qu'à l'époque d'Idlib, c'était une petite ville avec 4 millions d'habitants et de réfugiés. Maintenant, Ashara lui-même, il a dit, on va pas appliquer l'expérience d'Idlib, parce que maintenant, on a un État, une nation et une diversité qui n'existait pas à Idlib. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas une reproduction ni de la torture, ni de les prisons qui existaient à Idlib. Sejn al-Aqab, par exemple, à Idlib, c'était fameux. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus soft pour le moment. Juste une précision, cette division-là dont on a parlé avant, hein, en fait, c'est pas moi qui l'a faite, c'est pas ma vision à moi, c'est les gens qui se sont présentés comme ça. Et quand je parle, par exemple, avec mes collègues qui sont toujours en Syrie, quand je leur demande alors vous en êtes où de cet accord qui a été signé entre Mazloum Abdi, donc le représentant des Kurdes, et Jolani en mars, ils me disent qu'on a vu, donc il me dit nous les Kurdes, quand on a vu ce qui s'est passé à Souaïda, là on n'est pas encore là, on va réfléchir à 2 fois avant de déposer nos armes. Et on peut pas nier, quoi. Je sais pas si s'il y a des gens qui ont été en Syrie récemment et qui sont restés assez longtemps. Moi, j'ai assisté à des discussions avec des collègues syriens que je connais depuis des années, qui ont un discours hyper sévère envers les Alaouites. Les chrétiens de Alep, une des premières choses qu'ils ont faites quand Jolani a pris le pouvoir, c'est de se réunir en tant que chrétiens et aller rencontrer Jolani. Donc juste pour préciser que Peut-être il faut changer Jolani à Ashara. oui, Et le moi, passé. j'ai toujours appelé comme ça, donc j'ai un peu de mal à switcher. Mais donc c'est pas ma lecture à moi. Non, mais c'est la lecture aussi du pouvoir en place, parce que le pouvoir en place, il a tout de suite imposé une lecture confessionnelle, parce qu'il n'a pas convoqué les membres de l'opposition, des organisations de la société civile aux conférences de dialogue national. Il a convoqué les autorités religieuses. C'est lui qui a imposé une lecture confessionnelle. Et quand tu évoques la question kurde, il ne faut pas comparer le Kurdistan avec Souaïda ou avec. C'est quand même une histoire très spécifique, avec une histoire, et je laisserai Myriam qui connaît beaucoup plus la région. Je pense que c'est dangereux de comparer l'histoire du peuple kurde dans l'ensemble national syrien avec la situation de Souaïda.
quoique ça peut dire des choses sur les stratégies là actuelles de négociation avec le pouvoir en place. Mais de là à utiliser ces catégories comme étant voilà, les Kurdes, les chrétiens. Ça veut dire quoi les chrétiens? Mais finalement, Jolani, quand il invite les chrétiens à venir discuter avec lui à Alep, je crois que c'était en janvier ou en décembre, est-ce qu'il ne reproduit pas ce que faisait Bachar el-Assad? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Et lui, il veut aussi donner une image à l'Occident. Il est là dans une performance de politique étrangère aussi. Il veut rassurer, il a toujours voulu rassurer. Alors que là, je pense que d'emblée, s'il avait une chance de pouvoir s'ériger en protecteur des minorités, depuis les événements de Souaïda, il a complètement perdu le soutien des minorités. Si tu veux ajouter quelque chose. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'il est facile d'arriver dans la région donc de Raqqa, contrôlée par les Kurdes depuis 2017, et c'est important de garder à l'esprit que cette région, malgré tout, elle a une spécificité ancienne de grandes populations tribales, arabes, qui étaient d'ailleurs, pour la ville de Raqqa, les premiers habitants. Il y avait deux confédérations, des Kurdes et les Akrad ou Asharim, donc dans la ville de Raqqa. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que notons bien que le processus d'élection qui a lieu, il ne concerne pas la Jazira, justement. Il y a eu un accord le 10 mars, là, qui prévoit justement l'intégration dans l'armée, donc dans l'armée nationale, des forces. Mais pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu parce que les Kurdes derrière, ils veulent toujours avoir une vision de fédéralisme. Ils ne veulent pas recréer une Syrie complètement unie. C'est là que ça achoppe en fait en ce moment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de processus. Mais c'est, je pense que tout ce qui vise à diviser et à essentialiser les appartenances, les identités attribuées, c'est dangereux pour la reconstruction et pour le processus national de réconciliation, en fait. Et donc, il faut faire attention, il faut être vigilant, voilà, il faut être vigilant et vraiment suivre les... Et d'ailleurs, juste, pardon, je prends la parole au public, mais juste, je voulais dire, nous, on parle dans notre ouvrage de héritage. Et tu l'as mentionné, en fait, cette question-là, c'est paradoxal. D'un côté, on a des processus politiques qui sont complètement démocratiques, antidémocratiques. Et d'autre part, on a une société civile qui est complètement... il y a un activisme sur place, mais en fait, remarquable. Et tout le savoir-faire qui s'est construit au cours, l'héritage dont on parle dans cet ouvrage, et c'est justement ce qu'on observe aujourd'hui parmi la société civile. Mais je voulais juste dire que quand il y a eu les massacres sur la côte et à Suède, il y a eu des manifestations à Damas, à Mergé, il y a eu oui, mais ils se sont fait tabasser. Pas pour Suède, c'était Oui, pour Suède devant le Parlement. Devant le Parlement. Ouais. Ils n'étaient pas nombreux, mais il y avait à nouveau aussi la peur. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais retourner sur la même question du confessionnalisme. En fait, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas simplifier la lecture de la société syrienne à l'occidental, c'est-à-dire sunnite, chiite, alawite, mais en même temps, il ne faut pas nier que ces identités existent déjà. Donc, je me demande tout d'abord si les sociologues qui travaillent sur la Syrie, ils ont accès à des gens qui n'ont pas politisé, c'est-à-dire faire des entretiens avec des gens qui n'ont pas militants, qui n'ont jamais engagé dans la révolution ou dans des engagements sociaux. Parce qu'il me semble, il faut comprendre comment, à un moment donné, un imam ou un cheikh qui sort, qui déclare le djihad, tous les habitants ou la majorité des habitants de Hama, il prend les armes, il passe à l'attaquer pour commettre des massacres. Donc, comment un voisin de l'autre gouvernorat, il se transforme dans un ennemi dans un moment donné. En même temps, je pense qu'il faut distinguer entre ce qu'il dit les dirigeants de nouveau pouvoir
et ce qui pensent les gens qui ont sous l'autorité de ce pouvoir. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que depuis 2 mois, il y a quelqu'un qui est pro-révolution, qui est en réfugié en Allemagne. Il est rentré en Syrie pour visiter son pays. Il est mort à la mosquée de Mayad. On ne peut pas nier ça. Le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait après 2 massacres? Ils vont enquêter. Genre, le ministre de l'Intérieur, il va enquêter sur ça. Mais il y a beaucoup d'enquêtes avec des massacres de 14 ans. Donc, on ne peut pas nier que c'est des gens qui ont connu que la guerre. Ils sont de jour de lendemain, pendant 15 à 1 mois, ils sont au pouvoir. Donc, on ne peut pas faire confiance à eux. Je suis désolé, genre, il y a beaucoup d'histoires ce soir, mais je ne le trouve pas. Donc, c'est des commentaires en général, mais je peux revenir sur la question de sociologue. Si vous avez eu des entretiens par des gens qui ne sont pas politisés et si vous avez remarqué des identités très claires par leurs paroles. Merci beaucoup. Ben, merci. Merci, je suis tout à fait d'accord. Je pense que vous avez euh, bien expliqué la réalité. Il y a sûrement des injustices profondes qui sont enracinées et qui ont été vécues pendant des décennies et qui ont sédimenté des identités, des appartenances confessionnelles, résultat de l'ancien régime. Et ces injustices-là euh, se transmettent aussi en toute mémoire. Du coup, il est pas. On peut comprendre qu'il y ait des épisodes de vengeance, qu'il y ait des personnes qui se fassent justice toutes seules. Et il y a d'autre part le discours du nouveau pouvoir en place qui participe à la sédimentation de ces identités-là. Alors moi, personnellement, j'ai travaillé quand j'étais en Syrie, la Syrie de l'intérieur. Moi, j'ai travaillé sur la question des réfugiés palestiniens, sur les engagements politiques. Donc là, on était vraiment... voilà, la question du religieux, ça s'est jamais vraiment posée. En travaillant aussi à partir des Syriens, de la Syrie de l'extérieur, des Syriens en Jordanie, étant une population principalement issue de Dera et du sud là aussi, en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'était les parcours sociaux des gens. Et on avait, par exemple, dans le camp de Zaatari, pas mal d'anciens combattants, d'anciens militaires, et qui avaient fait défection. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est plutôt le statut social professionnel. Euh, Ensuite, si la dimension religieuse elle a un intérêt, pourquoi pas, mais à partir des terrains que j'ai pu travailler, c'est peut-être moi, c'est mon biais aussi. Je, voilà. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais en tout cas, la question du politisé, pas politisé, oui, les personnes que j'ai côtoyées en Jordanie, c'est sûr que elles étaient pas politisées. Elles étaient des populations rurales ou voilà. Alors, moi, je suis géographe et urbaniste, donc pas sociologue, mais je sais que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, par exemple, quelles seront les mobilisations autour, par exemple, de la reconstruction des quartiers entièrement détruits, par exemple. Comment ça va se passer? Comment va se passer? Comment lutter contre les grands projets d'investissement qu'on avait du régime avec les pays du Golfe pour faire des énormes tours, pour faire des énormes lieux en fait complètement néolibéraux? Comment le bien public en fait va-t-il être géré? Comment la reconstruction va-t-elle se procéder dans une sorte de projet de participation citoyenne, voilà, de revenir aux citoyens, à ses droits démocratiques, à ses besoins de logement essentiels, voilà, et donc de repenser une vie partisane qui serait non pas confessionnelle, mais de parti, quoi. Qu'on ait de nouveau moi, je sais pas, moi, des rassemblements plus, disons, plus, je sais pas, socialisants, ou je sais pas, mais quelque chose qui soit tourné non pas autour d'une division, voilà, mais bon, moi, c'est ça qui va m'intéresser. Je vais vraiment suivre comment le droit du foncier, le droit du logement,
les donc HLP, donc Housing, Land and Property Rights, vont être garantis et comment, à l'échelle des villes et des campagnes, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent, en fait. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus personnellement. Et je suis également, bon, moi j'ai une grande connaissance, enfin, j'ai vécu 20 ans en Jordanie, donc, et je suis également en Jordanie comment il y a d'un côté le gouvernement qui veut créer des partis, et dans l'autre côté la population qui réagit pas aux crises de logement social, à ces volontés de création de villes nouvelles, gigantesques, qui seront financées par qui et pour qui, dans quel intérêt, enfin voilà, de vente des terrains publics qui étaient des réserves publiques pour faire des écoles, pour faire du logement social, qui sont bradés pour faire des grands projets d'investissement et de tours. Bon, ça, c'est les grandes dynamiques qui affectent toutes les villes du monde arabe. Comment ça va se traduire en Syrie en construction? Ce sera intéressant aussi de suivre cela. Merci, Myriam. J'ai une question qui rebondit par rapport à ce que tu viens de dire, Myriam, parce que je me pose effectivement Un aussi peu plus fort, Isabelle. si on ne peut pas justement penser en dehors des contradictions confessionnelles et communautaires qu'on vient d'évoquer, et notamment par rapport à la question en fait des terres. Le rapport tout simplement au sol, qui touche finalement tous les Syriens. Et je ne sais pas si vous avez dans votre ouvrage des contributions qui regardent justement aussi les transformations qui ont eu lieu avec cette guerre, notamment la destruction, la pollution des sols, le fait que des fermiers ne peuvent plus continuer à travailler ces terres, qu'ils sont obligés de bouger, de prendre parfois même d'autres métiers. Comment cela impacte aussi la société à moyen et à long terme. Donc, je voulais savoir un peu si il y a des gens qui ont écrit là-dessus dans votre ouvrage collectif. Et Non. si c'est pas justement une manière aussi de Ouais. penser le futur de la société syrienne à travers justement un prisme plutôt de l'écologie et non pas forcément de la politique partisane telle qu'on l'a débattue jusque-là. Ouais, je pense que c'est une piste tout à fait intéressante et pertinente qui manque dans cette perspective axée sur l'environnement. Elle est absente, sauf la contribution de Mathilde Gingembre sur les pasteurs qui ont migré en Jordanie. Mais pour revenir à la question du foncier, me rattacher à ce que tu veux dire et faire un lien avec la question confessionnelle, les événements d'expulsion qu'on a observés dans les quartiers de Soumerie qui avaient été en fait avaient été le régime les avait expropriés à des propriétaires d'origine sunnite et les avait attribués à des officiers alaouites. Et là, il y a eu des expulsions qui ont été Dans l'autre sens. voilà, dans l'autre sens. Donc, il y a des familles où, en fait, je ne sais pas exactement si c'est le gouvernement actuel qui a donné des ordres d'expulsion. En tout cas, on voit des Alaouites qui sont expulsés de force, voilà, sans aucun procès ou justice, et des gens qui avaient été déplacés et qui montrent, nous, on était propriétaires de ce terrain-là et le régime nous a expropriés. Donc, tout à fait pertinente, et ça revient à la question des injustices qui sont enracinées, mais dans tout le pays. Donc, voilà. Merci. Je crois qu'on a qu'à remercier nos deux intervenantes. Merci à vous. Valentina. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.